Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 172 du jeudi 6 novembre 2025, intitulée DTC et sous-titrée Dictature transnationale capitaliste. Alors, dumping, c'est un anglicisme. Minimisation des contraintes légales en matière de fiscalité, de protection sociale ou de protection de l'environnement par un État. La violation de contraintes légales en matière de fiscalité, de protection sociale ou de protection de l'environnement par une entreprise. Donc la source de cette définition, c'est Wikipédia. Alors, lors de notre dernière émission Radar, donc la Radar 171 du premier jeudi du mois d'octobre, je me suis présenté à vous en tant qu'anarchiste non fédéré. Je ne participe donc pas aux mascarades électorales du nuisible système constitutionnel de la Ve République néocoloniale française, crue putschiste 1958, de 67 ans d'âge. Néanmoins, je milite pour que vous vous inscriviez sur les listes électorales afin que puisse être quantifiée par le ministère de l'Intérieur de l'État français militaro-industriel nucléarisé l'ampleur croissante de notre non-abdication citoyenne commune. Tous les politiques encartés, de l'extrême gauche nationale à l'extrême droite nationaliste française, sont au chevet des iniques, nuisibles et obsolètes institutions qui ne survivent que grâce aux bons soins partisans de toutes les chapelles électoralistes, qui manifestent ainsi leur attachement à la constitutionnelle monarchie absolue par plébiscite électoral, instituée de manière référendaire par le champion de l'armée colonialiste française, dans la foulée des comités insurrectionnels mis en place en mai 1958 dans les villes d'Algérie, puis en Corse, comité putschiste des autorités militaires françaises qui exigeait le retour au pouvoir du général Charles de Gaulle. Donc je ne vois pas le cadre, mais je pense que tout est bon. À la veille. C'est pour ça que je suis là. Je te remercie. Exprès. Je te remercie, Marc. Alors justement, j'ai Marc qui s'occupe de l'image et du son. J'ai notre ami Fabrice David à côté qui va nous aider lors des interventions vidéo, parce que nous allons avoir deux extraits justement du général Charles de Gaulle. Voilà. Donc, à la veille du deuxième tour des déchéances pestilentielles de 1965, Charles de Gaulle accorde une série de 3 entretiens à l'établissement public à caractère industriel et commercial qu'était l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. Au cours du 3e entretien, il explique comment finira la Ve République, que lui et ses amis putschistes ont mis en place Manu Militari 7 ans plus tôt, grâce à l'opération Résurrection, avec les complicités actives de messieurs Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense et des Armées, de Michel Debré, futur Premier ministre, et de Jacques Foccart, homme d'affaires et éminence grise. Donc, nous allons avoir ce premier extrait vidéo. Je vais débloquer mon petit engin. Et donc, Fabrice, je vais te demander de... Voilà, ne bougeons pas, je fais juste un petit truc, voilà. Et donc... Ah, excusez-moi, voilà, c'est là. Malgré les termes, malgré l'esprit de ce qui a été voté en 1958, les partis se réemparent des institutions, de la République, de l'État. Alors évidemment, rien ne vaut plus. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Or, ce qui est en train
d'être essayé, c'est par le détour de l'élection du président de la République au suffrage universel de rendre l'État à la discrétion des partis. Car comment peut marcher la Constitution de 58 et comment marche-t-elle? Et marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas au parti, qui n'est pas délégué par plusieurs partis, ni même à plus forte raison par tous, qui est là pour le pays, qui a été désigné sans doute par les événements, mais qui en outre répond à quelque chose qui est commun à tous les Français, par-dessus les partis, et qui est leur intérêt commun, leur intérêt national. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 58. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout. Et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien. On en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Voilà, donc anticommuniste, je te laisse le temps de te replacer, Marc. Et donc anticommuniste, anti-américain, le général président Charles de Gaulle est un autocrate nationaliste pour la préservation de l'empire colonial français. Au début des années 60 du siècle dernier, il trahira par simple pragmatisme ses complices militaires d'Algérie française, sans lesquels son retour au pouvoir en 1958 aurait été rigoureusement impossible. Créé sans vote ni débat sous son autorité en 1945, ou tout du moins sous l'autorité de son gouvernement provisoire en 1945, le commissariat à l'énergie atomique pourra, suite à l'indépendance algérienne du 5 juillet 1962, achever ses premiers essais nucléaires dans la partie algérienne de l'ex-Sahara français, avant que de pouvoir les poursuivre en polluant durablement le paradis polynésien français en vue de l'obtention d'un arsenal terroriste thermonucléaire national. L'opération Charlotte Corday échoue le 22 août 1962. Le grand Charles survit à l'attentat du Petit Clamart. Dorénavant, l'unanimité d'après-guerre et le plébiscite de 1958 appartiennent définitivement au passé. Le mythe gaullien commence à peine à pointer son grand nez. La scène politique française était, comme aujourd'hui, constituée d'une flopée de partis nationalistes qui se prétendent de droite ou de gauche. Aucun d'entre eux, pas plus que le monarque élu, ne savait de quoi demain serait fait. Aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, notre avenir est tout tracé. Nos stratèges du moment étant très en retard sur les réalités des actuels conflits en matière de défense. Écoutons ce qu'avait à nous dire le général autocrate nationaliste français au sujet de cette même défense en 1965. Enfin, j'espérais un peu que ce mouvement du Front populaire, qui me paraissait être la nouveauté, la réforme, etc., allait effectivement s'emparer aussi de la défense. Ah ben, il m'a fallu bien déchanter. Et finalement, le régime du Front populaire, la majorité du Front populaire, la Chambre du Front populaire, le gouvernement du Front populaire, ça a fini par le désastre de Sedan, l'abdication de la République et la capitulation devant l'ennemi. Alors, du reste, j'ai hâte de vous dire que si au lieu d'être ce gouvernement du Front populaire, c'est-à-dire des partis du Front populaire, ça avait été le gouvernement des autres partis, des partis conservateurs, ça aurait été probablement exactement la même chose.
Les partis ne peuvent pas conduire la France. C'est trop dur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, après mon retour, en 1945, quand les partis ont reparu, tous contre moi, bien entendu, moi, parti, ils n'ont plus rien fait du tout, excepté 23 crises ministérielles dont j'ai parlé samedi dernier. Et puis c'est tout. Alors vous me dites, le personnage que vous citez, il est le candidat de la gauche. Mais pas du tout, il est aussi du reste le candidat de la droite. Je ne vous l'apprends pas. Il est le candidat des partis. Voilà la vérité, car tous les partis sont d'accord pour que De Gaulle s'en aille, naturellement. Car De Gaulle, une fois au loin, eh bien, ils reprennent leur jeu et leur régime. Quand même, ils auraient été obligés de passer par le détour de l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire de la désignation de l'un d'entre eux, de leur homme, à la présidence de la République. Ce qui fait que nous reviendrons directement au régime que nous avons connu et qui nous a coûté, Dieu sait, combien. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense que c'est assez édifiant, comme il conclut. Voilà ce qu'il avait à dire. Donc, moi, voilà ce que j'ai à dire. Hein. Où sont les abris, les réserves, les combinaisons NBC, ainsi que les millions de drones aériens, marins, sous-marins et terrestres, indispensables à la sécurité et à la défense efficace des populations civiles et des territoires auxquels elles appartiennent. Tout cela dans le cadre mouvant d'une aggravation prévue des conséquences écologiques, sanitaires et sociales des actuels dérèglements climatiques liés à la nuisible croissance des activités militaro-industrielles. Ces vitales questions, comme notre dangereuse dépendance à la mortifère énergie nucléaire, ne font l'objet d'aucun débat public. Les préoccupations de tous les leaders bas du front, des partis de droite nationalistes et de la gauche nationale ne sont pas politiques, mais uniquement électorales. L'opportunité de devenir calife à la place du calife en 2027 est leur unique et vitale priorité. Ce qu'ils appellent la bouche en cul de poule, l'actuelle crise politique française, n'est que l'expression locale d'une maladie mortelle ayant pour nom le capitalisme mondialisé. Ce néo-féodalisme militaro-industriel nucléarisé, qu'il soit laïque ou confessionnel, est imposé institutionnellement par une criminelle minorité d'individus qui vivent luxueusement leur addiction pathologique au pouvoir sans être jamais inquiétés par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, le petit homme Nicolas Sarkozy, alias Napoléon, n'a strictement rien à faire en prison, car c'est un grand malade, qui nécessite des soins quotidiens et attentifs. Il me semble qu'il souffre d'une surinfection capitaliste, très certainement liée à son séjour en mer Méditerranée, juste après son élection pestilentielle de 2007, mascarade électorale financée en grande partie par le guide de la révolution de la grande Jamaïria arabe libyenne, populaire et socialiste. Séjour gracieux offert au couple présidentiel sur son yacht privé par l'ami national capitaliste Vincent Bolloré. On réglera l'affaire des plateformes portuaires ivoiriennes plus tard, le plaisir d'abord, la logistique ensuite. Une partie du traitement médical pour soigner les comportements asociaux des grands malades capitalistes pourrait être d'ordre juridique. Confiscation des biens et inéligibilité à vie. Les bracelets électroniques et les cellules individuelles ne font que renforcer la surestimation persistante et excessive de soi-même chez ces individus gravement atteints, qui, rappelons-le, représentent un danger permanent pour la santé économique de l'ensemble des individus réduits à la subordination du travail salarié et plus particulièrement ceux qui survivent dans la servitude d'une dette, soit la majorité des minorités silencieuses du corps social. Voilà pourquoi la vitale revendication de l'abolition du salariat reste, au mieux, secondaire
dans tous les programmes des formations politiques électoralistes. Même les programmes de celles prétendument anticapitalistes, qui, comme toute la gauche nationale, restent plus respectueuses des institutions que des intérêts des populations. Le capital naît du surtravail, c'est-à-dire de la quantité de valeur produite par le travail lorsqu'elle dépasse les besoins des travailleurs, plus la valeur nécessaire à l'entretien et au renouvellement des moyens de production. Le capitaliste cherche en permanence à augmenter son capital. Il obtient ce qu'il désire en réduisant ce qu'il appelle le coût du travail, c'est-à-dire, dans le cadre de la subordination salariale par contrat, il réduit les salaires et les cotisations sociales santé et vieillesse, donc il réduit les remboursements des frais de santé et les pensions de retraite. L'esclavage et le travail forcé ne sont que le niveau optimum de production de surtravail, donc de capital, pour un investissement minimal. La productivité est faible, mais des profits immenses sont garantis. Les sciences et les techniques mobilisent de plus en plus de capitaux, ce qui confère aux grands groupes industriels disposant de services de recherche et développement des pouvoirs transnationaux étendus. C'est ainsi que le pouvoir politique s'affranchit des frontières qui ne servent plus qu'à maintenir les populations captives de juridictions adaptées aux intérêts particuliers de grands groupes industriels, même si ces intérêts sont parfois antagonistes. Contrairement aux populations, le capital circule librement et impose ainsi son modèle économique fasciste du profit immédiat. Avec ses nuisibles corollaires, le nivellement par le bas, le gaspillage, la pollution et le travail à bas coût, voire le travail forcé. Le capital est apatride, alors que les individus doivent disposer au moins d'une nationalité. Les dividendes sont collaborationnistes. Réaliser des profits est le seul but de tous les dangereux psychopathes capitalistes. Pour eux, les guerres ne sont que des opportunités à saisir. En permettant la distribution légale de production dont les faibles coûts sont liés directement au travail forcé de populations captives, des États prétendument démocratiques se rendent sciemment complices d'États totalitaires. Des États totalitaires pratiquent ouvertement le dumping afin de détruire le tissu économique et social d'autres États pour, in fine, en asservir les populations et accaparer les richesses des territoires auxquels elles appartiennent par la simple dépendance économique et son nuisible corollaire, la dette extérieure. Voilà comment s'impose sournoisement le fascisme technoscientiste du crédit social capitaliste. Tu collabores, tu survis, tu résistes, tu crèves. Cette abominable formule n'est malheureusement pas nouvelle. Du temps de la domination militaro-technicienne de l'Empire romain sur l'ensemble du bassin méditerranéen, avec ses conflits permanents avec les Bretons insulaires et les Visigoths, elle préfigurait le capitalisme à venir grâce à cette formule lapidaire « malheur aux faibles ». Malheur aux faibles. Les Jules César contemporains participent du même esprit de domination des forts sur les faibles, des riches sur les pauvres. Cet impérialisme moderne se targue souvent d'être républicain, comme l'était le sénateur Marcus Licinius Crassus, l'homme le plus riche du monde romain. Sa fortune personnelle était issue de spéculations immobilières, comme l'est originellement la fortune de M. Donald Trump. C'est le capital de Marcus Licinius Crassus, riche spéculateur romain, qui finança la guerre qui opposa les esclaves insurgés à leurs maîtres, avec comme bras armé à ses côtés le futur empereur Jules César, qui mettra ultérieurement fin à la République romaine. Cette troisième guerre servile romaine s'achèvera en 71 avant notre ère,
avec la mort de Spartacus lors de la défaite des insurgés dans le sud de l'Italie actuelle. Cette défaite sera suivie des crucifixions de plus de 6000 esclaves insurgés sur plus de 200 km le long de la voie Appia entre Capoue et Rome, mettant ainsi fin à toute idée de négociation sur une éventuelle digne retraite des esclaves insurgés. TikTok, Shein, Temu et BYD sont les chevaux de Troie du régime totalitaire, républicain et populaire chinois. Xi Jinping et en est le capitaliste chef d'État. Dans la région autonome du Xinjiang de la République populaire de Chine, on produit le coton bio le moins cher du monde. Merci. Dans la région autonome du Xinjiang de la République populaire de Chine, on produit le coton bio le moins cher du monde grâce au travail forcé des populations ouïghours. Ce seul fait devrait faire interdire la distribution légale des produits Shein fabriqués à bas coût à partir de cette ressource. Sur tous les territoires prétendument démocratiques et frapper de très fortes pénalités toutes les personnes ou sociétés qui contreviennent à cette vitale mesure sociale de blocus en participant de manière intéressée et revendiquée à cette abominable distribution. N'oublions jamais que les qualités de chimiste du jeune juif déporté italien Primo Levi le conduiront à intégrer le camp Auschwitz III, Monowitz, et à travailler gracieusement, contre son gré, mais pour sa survie, dans l'usine de caoutchouc synthétique de marque Buna, marque déposée du groupe industriel nazi IG Farben. Avec Marcus Licinius Crassus, IG Farben et Shein, on peut constater que le capitalisme, qu'il soit privé ou public, pré-industriel ou industriel, d'État ou libéral, est indissociable de l'impérialisme, du totalitarisme et du fascisme, car sa suprématie repose uniquement sur le vol du surtravail de toutes les populations et l'accaparement nationaliste de toutes les ressources des territoires auxquels elles appartiennent. En ce qui concerne les véhicules électriques et super-hybrides chinois de la marque BYD, Build Your Dreams, un même blocus devrait obligatoirement logiquement s'appliquer, car l'État chinois achète une partie de la production de ce constructeur automobile et la stocke pour maintenir artificiellement sa rentabilité financière et donc sa valeur boursière. Grâce à ce dumping, les véhicules BYD peuvent être vendus à bas coût, afin, in fine, de plomber financièrement les industriels étrangers du secteur automobile. Il s'agit là d'un acte de guerre économique et sociale. De plus, les productions chinoises de véhicules électriques sont toutes connectées au réseau mobile par carte SIM, Subscriber Identify Module. Ces véhicules peuvent donc être mis hors service à distance de manière informatique selon le bon plaisir de l'État chinois dont dépendent directement les constructeurs. Imaginez une situation de crise en Europe où l'évacuation des populations est sciemment rendue impossible depuis la Chine. En ce qui concerne la plateforme TikTok de diffusion de courtes vidéos, bien que directement liée à l'État totalitaire chinois, celle-ci, comme tous les autres réseaux sociaux disponibles hors Chine, est totalement inaccessible aux populations chinoises. La mission interne de la République populaire de Chine n'est donc pas d'inspirer la créativité, voire d'apporter de la joie, mais de surveiller étroitement et de maintenir sous un régime de propagande politique l'ensemble de la jeunesse chinoise grâce à son réseau social à usage interne, Douyin,
ce qui signifie, je crois, vibrato en français, copie conforme du template de TikTok, mais avec de vraies pépites de propagande chinoise à l'intérieur. De courtes vidéos de travailleurs forcés ouïghours dans les champs de coton bio de la province autonome du Xinjiang pourraient donc circuler sur le réseau TikTok, sur le réseau social TikTok, sans jamais avoir la possibilité d'être visionnées par la jeunesse chinoise de la République populaire de Chine. Une excellente raison pour supprimer, voire à défaut boycotter TikTok, afin de ne pas financer indirectement la propagande interne du régime capitaliste totalitaire chinois. Et là, je vais appeler au téléphone notre ami Pierre Merezhkovski, qui va nous lire un de ses textes, ou tout du moins nous interpréter un de ses textes, comme il est seul à savoir le faire. Donc je vais... Ah, tu peux dire des conneries, mais tu peux dire surtout le petit HP. Donc j'appelle Pierre. Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec notre ami Nimo. Chine, c'est vraiment une arnaque. Parce que l'autre jour, je suis allé faire la queue au bazar de l'hôtel de ville. Moi, je cherchais les poupées. En fait, pas pour moi, bien entendu, pour mes enfants. Elles sont très mignonnes, ces petites poupées. Il n'y en avait pas. C'est une arnaque. C'est une arnaque, Chine. Dites-le partout. C'est une arnaque. Les poupées, il n'y en a pas. Bon, on va revenir. Donc, tiens, c'est parti, j'appelle Pierre. C'est le nom de la poupée, il n'y en a pas. Avec la poupée, il n'y en a pas. Oui, allô? Allô Pierre, t'es en direct. À toi. Oui, allô, oui. Oui. Vas-y, t'es en direct. Bon, d'accord, attends, j'arrive. Donc là, je pense qu'il doit sortir. Élections municipales, prochaines élections municipales. Habitants, habitantes. Vous me connaissez en tant que représentant du mouvement, association du temps. Je vous propose d'insérer des points de rencontre et d'écoute dans tous les quartiers, ainsi qu'à la mairie, afin que chacun puisse dire ce qu'il a besoin et afin surtout d'exercer le contrôle de l'utilité des dépenses engagées au nom de tous et du syndic aussi. Il faudra s'assurer que les dépenses faites sont vraiment utiles, même s'ils sont votés au nom d'une majorité qui, bien que légale, n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Beaucoup de choses légales sont crapuleuses, en effet. Pour nous permettre la mise en place de ce contrôle citoyen, une partie du budget de la ville sera réservée au comité de quartier. Défendant en effet la liberté d'entreprise, j'estime bon ça c'est pas moi, j'estime que sur le modèle de la gestion d'un conseil d'administration d'entreprise, si c'est moi ça, oui c'est moi. Alors je reprends. Défendant en effet la liberté d'entreprise, j'estime que sur le modèle de gestion d'un conseil d'administration d'entreprise, chaque participant de ces comités de quartier reçoive une indemnité au prorata du nombre de participants. Étant entendu que le budget total des indemnités correspondra au montant des défraiements de Monsieur le maire. Cette profession de foi peut vous paraître utopique. Il me semble cependant que le faible montant de ce budget permettra une expérimentation du rapport entre la politique et le respect des familles. Voilà, la rénovation de notre citoyenneté souhaitée par tous ne passera pas dans mon projet par une déclaration d'intention générale qui n'engage que leur auteur, mais par la matérialisation d'un budget qui représente encore une fois une infime partie des frais de fonctionnement de la ville. Dans ces comités, je me propose d'aborder les questions de sécurité, de racisme et de la solidarité des enfants envers les parents et vice-versa. Je proposerai également que des logements de fonction soient affectés dans chaque quartier à des éducateurs de rue et qu'ils soient ainsi présents dans les quartiers avec une vraie formation. C'est cet aspect psychologique qui, sous sa forme de prévention, assurera la guérison d'une certaine délinquance. Donc en fait, c'est une profession de foi que j'ai pas écrite, que j'ai trouvée, voilà, pour être clair. Alors, j'ai ajouté comme commentaire du gage, groupe juif expérimental. Cette liste est essentiellement composée d'allocataires du RSA. Le coût d'une campagne électorale dans une ville de 8 000 habitants s'élève à environ 3 000 €. Dans ces conditions,
est-il exact d'affirmer que chaque citoyen jouissant de ses droits civiques ait la possibilité de se présenter aux élections? Autre point, la sécurité. Le citoyen ressent une grande insécurité permanente dans les quartiers. Son insécurité, c'est l'absence de logement décent, de revenus décents, et en aucune façon le délinquant. Car le délinquant est actif. Le délinquant travaille en horaire décalé, le délinquant est intégré dans un réseau, le délinquant respecte la loi de l'enrichissement le plus rapide, le délinquant consomme des produits de luxe, le délinquant respecte la hiérarchie des salaires, 60 € la journée pour guetter le flic, 1500 € pour convoyer la drogue en go fast entre Marseille et Paris, et salaires non révélés pour les têtes de réseau. Le délinquant est donc à l'image du monde forgé par le libéralisme, le discours dominant de la télé, de certains éducateurs et de certains intellectuels inscrits dans les sociétés dites d'auteurs. Voilà. Donc c'était une profession de foi que je trouve sur la voie publique au métro Edgar Quinet pour savoir à qui je fais allusion, et aussi les commentaires du gage. Vive le métro Edgar Quinet, et je répondrai pourquoi je parle du métro Edgar Quinet à ceux qui ont envie. Et vive le métro Vive les trappes donc du métro Edgar Quinet, j'ai pas fini. Vive le gage, vive Radar, vive Roger, et vive les caniches. Non. Vive le gage. Bonne soirée. Bonne Voilà. soirée, Pierre, et merci à toi. Alors, bon ben, je suis de retour après la merveilleuse intervention de Pierre directement depuis une station de métro sur son téléphone portable. Donc ben, récemment, moi je gardais Shannon, l'adorable et gourmande chienne épagnole niçoise d'une amie, lorsque sur le téléviseur de son studio, j'ai pu entendre et voir le premier ex-premier ministre du Petit Cron, alias Emmanuel Les Borgneurs, aka le père Hubert, poser sa candidature dans la perspective des déchéances pestilentielles de 2027. Interrogé au sujet de la réforme des retraites reportée, ce transfuge d'Areva a eu le culot d'affirmer de manière péremptoire que la retraite par répartition, contrairement à la retraite par capitalisation, n'avait aucun avenir pérenne. Pourtant, entre 2014 et 2024, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, 6, accordé aux entreprises sans aucune contrepartie, représente la coquette somme de 264 653 millions d'euros. Ah bah oui, ça fait 264 milliards 356 millions d'euros de nos cotisations sociales, politiquement transformées en dividendes pour la plus grande joie des sociopathes capitalistes assistés. Salariés, malades et retraités, serrez-vous la ceinture un peu plus chaque année, car tous les gouvernements français vous mettent à contribution depuis 2013 pour diminuer à vos seuls dépens et sans aucune contrepartie le coût du travail des entreprises fiscalement domiciliées en France. Cet apparatchik ex-premier ministre du Petit Cron a bien sûr fait l'impasse sur ce manque à gagner pour les régimes de retraite par répartition et sur cette généreuse prime indirecte au régime de retraite par capitalisation. Pour celles et ceux qui ont les capitaux nécessaires pour s'acheter des points et qui ne craignent pas qu'une crise boursière planétaire ne vienne ruiner leurs vieux jours. Alors, l'autre criminelle impasse médiatique faite par ce pense-petit ex-premier ministre du Petit Cron est aussi celle que pratiquent l'ensemble des états-majors politiques et syndicaux nationaux, c'est-à-dire l'impasse sur le prélèvement des cotisations sociales santé et vieillesse effectuées uniquement sur les revenus du travail salarié, plutôt que sur tous les revenus. Alors, à ce propos, je vais vous montrer l'image d'une brochette de nuisibles premiers de cordée. Voilà. Ils sont pas beaux mes premiers de cordée. Voilà. Alors, voilà le genre d'individus suffisants et menteurs comme des arracheurs de dents, voire comme des banquiers, qui se présenteront à vos suffrages pour devenir les prochains rois élus républicains, régnant
par ordonnance et par décret sur une population constitutionnellement censée être souveraine. Hein, dis-moi si je me trompe, hein, Fabrice. Alors ce candidat ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Hein. Même de proposer publiquement un deal aux entreprises du CAC 40. Produire plus pour gagner plus. Un véritable non-sens écologique financé par la promesse d'une exonération totale de la contribution sociale de solidarité pour les sociétés privées de 2027 à 2032. Salariés et retraités, vous savez à quoi vous attendre. Il vous appartiendra de compenser ce nouveau manque à gagner fiscal avec vos propres contributions sociales de solidarité, ainsi qu'avec vos maigres salaires et vos pensions misérables. Pendant cette crise politique majeure, ces temps d'incertitude pour le monde de l'entreprise, le groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault devient actionnaire majoritaire du magazine économique Challenge, ainsi que des revues Science et Avenir et La Recherche. Déjà, quelques piscopies écolo-gauchistes tirent la sonnette d'alarme, craignant un virage éditorial extrême droitier et climato-sceptique de ces trois titres. Ah, on se demande pourquoi ils ont de semblables craintes. Quelle idée, c'est vraiment... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ils comprennent pas. Enfin, il faut leur expliquer. Oui, faut leur expliquer. Faut leur expliquer, voilà. Alors, la direction éditoriale de la Fédération de Russie a aussi une conception stalinienne de la liberté de la presse. Voilà. Je suis des grands mots. Si. Je suis des grands mots. Simplement, c'est une démocratie sous, comment dirais-je, tempérée, voilà, c'est le mot qu'il faut dire. Tempérée. Alors, le journaliste russe Roman Ivanov, là, qui est ici sur l'affiche, a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour avoir publié des informations sur les meurtres de civils à Boutcha et sur d'autres crimes commis par l'armée russe en Ukraine. Voilà, les gains de productivité réalisés grâce aux évolutions scientifiques et techniques sont exponentiels. Tu peux te reposer, hein, Marc. Le nombre de travailleurs salariés va fortement diminuer durant les 2 décennies à venir. La programmation neuronale permet une robotique autonome capable de rétroaction, donc d'adaptabilité immédiate et permanente. Ces nouveaux esclaves électromécaniques vont envahir l'ensemble du monde du travail. Les grandes entreprises de bâtiments et travaux publics, BTP, seules capables d'investir dans ces onéreux nouveaux outils robotiques, vont rafler tous les appels d'offres avec des coûts et des délais de livraison impossibles à tenir pour des entreprises uniquement constituées d'êtres humains, fussent-ils sans papier, donc corvéables à souhait. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo que je vais vous commenter en direct. Tu peux intervenir, hein, Fabrice, par rapport à ce que je viens de dire. Oui, bah c'est vrai, il n'y avait pas de poupée. Je suis désolé, je suis allé à Chine, mais il n'y avait pas de poupée au BHV. Et ça, c'est scandaleux parce qu'ils ont fait une publicité d'enfer. Et ces jolies poupées là, ces petites poupées là, bah, il n'y en avait pas. Et même sans intelligence artificielle. Et ça, c'est. Franchement, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Allez, à vous, Cognac. Alors, c'est parti. Alors, ce robot de l'entreprise australienne FBR est capable de conserver une précision millimétrique sur un chantier extérieur, donc exposé aux aléas climatiques. Des milliers de mesures métrologiques sont effectuées chaque seconde pour corriger en temps réel la position du bras robotisé qui met en place les parpaings
une journée seulement pour élever tous les murs d'une maison. Une entreprise hollandaise met au point un système pour imprimer des habitations de manière modulaire à partir d'un béton mélangé avec des fibres. L'avantage de cette technique est de pouvoir créer des courbes naturelles, puis d'insérer dans les parois creuses réalisées un isolant, ce qui donne à ces habitations des propriétés thermiques et acoustiques exceptionnelles. Alors, la société Microsoft fait rédiger des articles rassurants sur les éventuelles conséquences sociales de la nouvelle robotique adaptative par programmation neuronale. Pourtant, tous les secteurs du monde du travail sont dès à présent menacés. Pour Microsoft, il s'agit de gagner du temps pour mettre politiciens et syndicalistes au pied du mur. Soit ils accompagnent le mouvement, comme pour la réforme des retraites, dont nous exigeons toujours le retrait, soit ils disparaissent. Les luttes commerciales entre grands groupes militaro-industriels pour obtenir des monopoles mondiaux dans des secteurs comme l'alimentation, l'énergie, la santé, l'habillement, la logistique, pour les ressources en eau douce et les terres rares, sont déjà les sources de nombreux conflits armés actuels. Ce sont de grands groupes militaro-industriels qui s'affrontent, de moins en moins bien cachés derrière les bannières des États, des coalitions d'États ou des fédérations d'États. Juste un truc, Microsoft, Oui, 1975, oui, ça fait 50 ans. oui. Alors, les téléprésences de travailleurs non déclarés, voire de travailleurs mineurs, dans des États interdisant le travail des enfants, vont être un véritable casse-tête pour l'Organisation internationale du travail. Au Japon, ce type d'activité n'est déjà plus du domaine de la prospective. La délocalisation de la manutention est effectuée par des travailleurs philippins. Depuis les Philippines, ces travailleurs philippins sont équipés de lunettes de réalité virtuelle, Microsoft. Ils pilotent à distance en temps réel, à l'aide de manettes de console de jeu, Microsoft, des robots logisticiens opérant dans les arrière-boutiques tokyoïtes. Merci Microsoft. Sans un prélèvement des cotisations santé et vieillesse sur tous les revenus, ce genre de pratique mettra nos retraites par répartition en danger de mort subite. Dans les 2 décennies à venir, la majorité des tâches antérieurement dévolues à des travailleurs salariés locaux, même et surtout les tâches les plus dangereuses, voire les plus pénibles, égoutiers, éboueurs, pompiers, seront robotiquement délocalisées. Le capital généré par les robots autonomes et par les robots de télétravail sera un véritable casse-tête fiscal et social. Car c'est donc dès à présent qu'il faut légiférer. Après, il sera trop tard. Car les grands groupes transnationaux auront acquis la capacité d'affamer les États. États qui ont dès à présent déjà tous perdu leur autosuffisance alimentaire. La grande majorité des États dépendent de ressources énergétiques non renouvelables et exogènes. Leurs productions industrielles seront donc captives de groupes transnationaux producteurs et distributeurs d'énergie. Les capitalistes n'ont jamais apprécié les universitaires qui publient des travaux documentés sur leur rôle historique en tant que promoteurs et sponsors de tous les mouvements politiques réactionnaires et fascistes. Donald Trump
est emblématique de ce capitalo-fascisme décomplexé. Son administration considère que les antifascistes sont des terroristes. Marc Bray, universitaire américain de 43 ans, spécialiste de la mouvance Antifa à l'université Rutgers dans l'Est des États-Unis, a publié plusieurs livres sur l'antifascisme et les mouvements de gauche. Il a été la cible de publications sur X, le réseau social du néo-nazi Elon Musk, diffusé après l'assassinat le 11 septembre 2025 par un militant d'extrême droite de l'influenceur pro-Trump Charlie Dick. Depuis, régulièrement menacé de mort, il a préféré quitter les États-Unis pour l'Europe avec sa femme et ses 2 jeunes enfants le mois dernier. Voici ce que j'ai pu lire sur Internet dans un article de France 24 publié le 2 août 2025. Depuis que l'Allemagne a facilité l'obtention de la nationalité allemande pour les descendants de victimes du nazisme ayant fui le pays en raison des persécutions du régime nazi d'Adolf Hitler, de plus en plus de juifs américains font la démarche pour l'acquérir. Si certains souhaitent avant tout réparer une injustice, d'autres y voient une opportunité de se protéger face à un climat politique aux États-Unis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Fin de citation. Les 5 membres thermonucléaires permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sont au bar des navires amiraux du capitalisme mondialisé. Leurs oukases, leurs menaces et autres opérations spéciales préfigurent leur futur naufrage. Le capitalisme coule normalement et comme prévu. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour préparer dès maintenant les vitales chaloupes post-industrielles indispensables pour aborder sereinement les rivages pérennes et prometteurs de la grande paix universelle. Nous ne renflouerons jamais ces titanesques monstres thermonucléaires, dévoreurs de populations et de territoires. Exigeons l'abolition du salariat, la mutualisation de tous les moyens de production et de tous les services, un revenu de base pour toutes et tous, indexé sur un revenu sommet, des cotisations sociales, santé et vieillesse prélevées sur tous les revenus. Travailler et produire moins pour profiter pleinement de nos vies retrouvées, pour vivre mieux. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel tourné en direct le jeudi 4 décembre 2025. Cette 173e émission Radar sera diffusée en différé dès le 5 septembre 2025 sur nos pages Facebook et YouTube. Bonsoir à toutes et je tiens à vous préciser que je pars dès demain matin justement rejoindre Virginie et sa chaîne Shannon à Nice très tôt à 5h du matin, donc je vais me sauver tout de suite après l'émission et donc c'est Marc Gadi qui s'occupera de uploader sur notre page Facebook et YouTube la vidéo de ce soir. Et une petite chose à rajouter, Fabrice ? À vous, Cognac Jet. Voilà, je suis très content parce qu'il ne nous a pas à nouveau bassiné sur ces poupées pédopornographiques. C'est vrai, voilà. C'est vrai que ces poupées sont charmantes et puis, je veux dire, on pourrait imaginer un truc avec une intelligence artificielle. Bref, on en parlera plus tard. Hein. Je viens prendre la parole. Ah bah, ça tombe très bien. Voilà. Parce que tu me dis quand c'est bon. Ouais. En fait, je ne m'exprime pas souvent parce que j'aime beaucoup me mettre en retrait. Mais là, j'ai une pensée pour une de mes collègues que je connais depuis un peu plus de 35 ans. Et je réagis beaucoup par rapport à ce qui se passe
au niveau ferroviaire, SNCF. Et je pense notamment aux femmes qui sont victimes de viol. Ma collègue s'appelle Chantal. Je l'ai perdue de vue au niveau de au niveau de ce que je fais aujourd'hui à la SNCF. Ça fait 35 ans. Elle s'était fait violer dans le train en allant au service dans les premiers RER de banlieue vers 5h30, 6h du matin. Donc c'est une collègue donc personnelle SNCF. Ce jour-là, elle allait ouvrir une gare et ça me révolte profondément de voir qu'aujourd'hui on n'a toujours pas réglé ce problème-là avec les femmes dans les trains. Et ça arrive aussi au personnel qui participe au transport de tout le monde. Donc j'ai une pensée pour Chantal, je dirai pas son nom parce que je l'aime beaucoup. Et je suis rentré avec elle le même jour à la SNCF le 4 décembre 89 et j'ai été marqué à vie à cause de ça. Voilà. Je te remercie Marc, je vais te laisser couper et mettre fin à cette émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.